Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Jacques Attali, économiste et auteur de plus de 80 ouvrages, dont le dernier paru chez Flammarion s'intitule « Le monde, mode d'emploi, comprendre, prévoir, agir, protéger ». Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors c'est marrant, vous êtes économiste, mais vous démarrez le livre en dézinguant complètement le métier d'économiste. Vous dites que ce n'est pas une science. Oui, enfin je suis économiste, c'est vous qui l'avez dit, mais je suis d'abord un écrivain. Et c'est pas nouveau. J'ai écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelait L'anti-économique, Oui. où avec un collègue, professeur d'économie, on essayait de montrer qu'une grande part de la théorie économique était dépassée. Alors j'ai plus le grand respect pour beaucoup d'économistes qui font un travail extrêmement sérieux dans beaucoup de domaines, en particulier pour ce qui est évidemment toute la partie commerciale de l'économie, toute la prévision à très court terme. J'ai beaucoup de respect aussi et surtout pour les économistes historiens qui s'inscrivent. Les Brodel, Wallerstein. Voilà. Et pour moi, ce sont eux les vrais analystes sérieux. Je crois de moins en moins, je n'ai jamais cru vraiment à la mathématisation de l'économie en dehors de l'économétrie qui donne une toute petite prévision à très court terme et qui n'a jamais réussi à prévoir ce que l'histoire nous permet d'analyser. Donc, oui, je suis très critique contre l'économie obscure, l'économie qui se cache derrière des modèles mathématiques inutiles et surtout qui manque de l'érudition que seule l'histoire peut apporter. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis économistes qui sont du même avis que moi. Alors justement, l'histoire, c'est au cœur de ce livre. L'histoire, vous remontez à près de 1000 ans en arrière pour nous montrer quelles sont les différentes étapes de cette économie marchande, etc., avec des villes-centres, Anvers, Londres, Amsterdam, etc., jusqu'à aujourd'hui Los Angeles. Toute la question, c'est what's the next? Quelle est la ville suivante qui sera l'économie? C'est pas la seule question, mais c'est en effet une question importante. Il y a beaucoup d'autres questions. Ouais. J'essaie de montrer, en effet, qu'il y a des lois. Et que si on veut essayer de comprendre ce qui se passe dans les 30 prochaines années... 2050. La moindre des choses, c'est de savoir ce qui s'est passé dans les 1000 précédentes années, même 3000 années précédentes, ce que j'essaye de faire. Et là, on se rend compte qu'il y a en effet des tendances qui nous permettent de comprendre que les États-Unis vont encore tenter de rester au cœur en déplaçant le cœur de la Californie vers la Floride et le Texas, mais que ça ne va pas marcher parce qu'ils n'ont pas tous les moyens nécessaires pour le rester. Que la Chine va tenter d'être la superpuissance qui remplacera les États-Unis. Mais vous n'y croyez pas non plus. Ça ne marchera pas non plus. Ouais. Et que ça sera le marché qu'il fera avec des mutations technologiques absolument gigantesques qui apporteront à la fois des choses formidables, mais aussi des grandes menaces. Et j'essaie d'analyser les menaces qui sont devant nous et les réponses possibles à ces menaces. 3 menaces dans votre livre. Oui. On va commencer par la première, c'est le climat. J'aimerais que vous écoutiez une jeune Française militante du climat qu'on compare souvent à la Greta Thunberg française, c'est Camille Etienne. Oui. Elle s'est récemment exprimée chez nos confrères de France Inter. On va l'écouter. Je crois que l'impuissance, c'est une impuissance orchestrée qui est choisie. Pourquoi je parle d'impuissance? C'est parce qu'on est nombreux et nombreuses à imaginer être passagers d'une voiture et à regarder comme ça le paysage défiler, comme si on ne pouvait rien, comme si on était condamné à ce que la chose publique nous échappe. Et je crois qu'il est urgent de réaliser que notre apathie, elle arrange l'ordre établi. C'est-à-dire que ceux qui sont en position de puissance aujourd'hui, qui ont les mains sur le gouvernail, qui gouvernent, ils font ce choix de l'impuissance. Ils se cachent toujours derrière l'impuissance et ils s'assurent que nous ne dépassions pas la nôtre. Vous vous adressez aux jeunes dans ce livre, dès l'introduction. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Alors le climat est un des principaux problèmes. Ce n'est pas le seul. Non. Je n'aime pas qu'on dise que c'est le seul. Mais c'est un des principaux problèmes. Si on continue comme ça, en 2050, la planète sera vivable pour au moins la moitié de l'humanité. Une partie de la France sera vivable et une partie de l'Inde, de l'Afrique, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient seront invivables. Donc, on peut changer ça, mais à condition de ne pas se contenter de clamer des slogans, mais de proposer des choses concrètes. Et moi, je pense qu'il y a une évolution possible. D'abord, pour consommer moins de tout ce qui est l'énergie fossile. Ouais. L'industrie de la mort. L'économie de la mort, c'est l'énergie fossile, c'est le sucre artificiel. Et c'est toutes les formes de drogue, y compris d'ailleurs une partie largement des jeux vidéo. Donc tout ça, il faut très rapidement l'éliminer. Radicalement l'éliminer. C'est pour ça que je parle vraiment d'une action très urgente, parce que sinon on va aller vers 4-5 degrés
en 2050, ça sera littéralement invivable. Mais ce n'est pas le seul problème, parce qu'en même temps, on aura des problèmes agricoles, des problèmes de faim qui sont liés au climat. On aura une montée de la violence. L'augmentation de la température va accélérer les risques de violence et on a donc des risques de guerre. Donc, c'est pour ça que je parle. Vous parlez d'hyper-conflit. D'hyper-conflit. Donc il y a la mort par le climat, la mort par la guerre. Et puis il y a une troisième beaucoup plus pernicieuse qui est essentielle, qui est l'artificialisation. Ouais. L'artificialisation de l'humain. C'est un progrès formidable depuis le début, puisqu'on a commencé à avoir un levier, un arc, une roue, et puis beaucoup de prothèses. Et progressivement, les prothèses sont en train de devenir en nous. Ce sont les prothèses du savoir et du langage. On le voit avec ChatGPT, qui est juste un début. Mais c'est aussi les prothèses biologiques qui sont absolument nécessaires pour nous aider à résoudre des maladies, mais qui progressivement, au nom du bien, vont nous transformer en artefacts. Ce qui a un impact sur l'économie, sur le climat, puisque l'artificialisation des sols est une principale source de problèmes climatiques, puisque ça supprime ce que la nature a de merveilleux, c'est sa capacité à capturer du carbone. Or, la capture du carbone, c'est bon non seulement parce que ça prend du carbone fauteur de troubles climatiques, mais aussi parce que ça améliore l'efficacité agricole. Et donc, c'est bon à la fois pour nourrir et pour le climat. Donc, l'artificialisation est un désastre, et l'artificialisation de l'humain, au bout de la route, c'est nous transformer en robots, c'est-à-dire la fin de l'humanité. Oui, justement, j'allais dire, vous posez la question, hein, est-ce que c'est pas la fin de l'humanité, de 300 000 ans d'humanité? Parce que c'est assez pessimiste quand même. Non, c'est pas pessimiste. Si on met en balance le désespoir et l'espoir, très clairement. C'est pas pessimiste. C'est pessimiste si on est dans l'optique de ce que Camille disait tout à l'heure, c'est-à-dire si on est seulement spectateur. Si on est spectateur, si on est dans le siège arrière de la voiture, oui, on peut être très pessimiste parce que la voiture fonce dans le vide. Mais si on prend le volant, non. On peut faire ce que j'appelle le grand virage, c'est-à-dire sortir de cette catastrophe et l'éviter. Mais monsieur Attali, comment on prend le volant? Comment cette génération qui veut prendre le volant, elle le prend alors qu'on ne le lui cède pas? D'abord, il faut conceptualiser la solution. Pour moi, la solution, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le passage de l'économie de la mort à l'économie de la vie. Ça veut dire que chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne, on doit se poser en permanence la question, est-ce que comme consommateur, comme épargnant, comme travailleur, je fais le bon geste, comme citoyen, je travaille pour l'économie de la vie et je lutte contre l'économie de la mort. Si chacun d'entre nous déjà faisait ça à titre personnel, si chacun a été un militant de l'économie de la vie, un militant de la vie, ça changerait. Vous y croyez à la raison individuelle? Non, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'il faut que l'action politique s'y joigne. C'est pour ça que je dis en tant que citoyen. C'est pour ça que je ne me contente pas de le faire moi-même. J'écris pour théoriser et créer les conditions d'un programme pour l'économie de la vie. Je rêve que toutes les entreprises aient comme baseline réelle et non pas mensonger entreprise de l'économie de la vie. Je rêve qu'un gouvernement se donne comme projet l'économie de la vie. Je rêve que les grandes banques soient les banques de l'économie de la vie. Ce qui ne veut pas dire que le climat. Le climat n'est qu'un des problèmes. Parce que supposer que le climat s'améliore par nos efforts, mais qu'on consacre tous les efforts au climat et que plus personne n'ait accès à l'école ni à la santé, ce serait l'enfer aussi. Donc il faut à la fois le climat, la santé, l'éducation, tous les secteurs de l'économie de la vie. Dans ce que vous voyez en ce moment dans la géopolitique, géoéconomie mondiale, l'Ukraine, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qu'est-ce qui vous donne espoir quand même? Non, je ne suis pas à chercher des espoirs, je cherche à voir ce qu'on peut faire pour agir. Il y a une vraie prise de conscience. Et on voit tant dans le progrès technique que dans l'attitude des jeunes, mais pas seulement les jeunes revendiquants, les jeunes agissant. Une vraie mutation. C'est une course de vitesse entre la volonté des jeunes et le progrès technique d'une part, et ceux qui pensent que bon, ils seront morts, c'est pas grave. La planète peut aller très mal, c'est pas leur problème. Je pense que nous avons tous intérêt au bien-être des générations futures. Je pense que c'est pas difficile de le faire. Il suffirait de dire qu'on inscrit dans la Constitution française, américaine et autres un principe simple: toute action contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. On ne peut pas le faire à l'ONU, ça? L'ONU n'a pas de pouvoir de décision. On pourrait l'imaginer. Je dis souvent,
Je pose souvent une devinette. Ouais. Imaginez une organisation qui a un pouvoir planétaire de décider, jusque dans le moindre village, ce qu'il faut faire. Et Vous non. me direz, ça n'existe pas. Non. Ben, ça existe. Ça s'appelle la FIFA. La FIFA, Fédération de football. ben oui, elle peut décider des règles du foot applicables partout. D'accord. Bon. Alors, ce qu'on peut faire pour le foot, qui est vraiment certainement l'activité la plus importante de la planète, on pourrait peut-être le faire pour une activité moins importante qui s'appelle le climat ou la nourriture. Mais vous dites souvent que les politiques ont le nez dans le guidon et qu'ils n'ont aucune vision. Pas tous, il ne faut pas acheter tous dans la... Il y a des hommes politiques qui sont des hommes d'État qui pensent au long terme, même d'une façon égoïste, parce qu'ils pensent à la trace qu'ils laisseront dans l'avenir. L'histoire. Hein. Donc, il y a des hommes politiques qui pensent le long terme. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. On en a des gens qui sont plutôt de bonne qualité, mais qui sont plus obsédés par la puissance américaine et donc produire des choses qui sont très polluantes, en particulier maintenir l'industrie du pétrole, des gaz de schiste et autres turpitudes. Et en Europe, on n'a pas... Il n'y a pas de projet, vous dites. Il n'y a pas encore de projet. Pour moi, le projet de l'Europe, ça devrait être l'économie de la vie. Et il y a pas mal de gens qui travaillent sur le climat, en particulier le Parlement européen, la Banque européenne d'investissement, mais il n'y a pas de projet d'ensemble cohérent, décliné. Personne ne va dire au président de la BNP, monsieur, qu'est-ce que vous faites pour l'économie de la vie, qu'est-ce que vous faites pour l'économie de la mort. On s'apercevrait que c'est une banque, mais je cite celle-là parce qu'elle me vient à l'esprit, mais c'est malheureusement vrai de la plupart des autres, que les banques sont les banques des grandes entreprises de l'économie de la mort, et qu'elles ne font rien pour les aider à se modifier. Merci beaucoup, Jacques Attali, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.